Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se faire un petit update lecture, enfin petit, c'est relatif, je dirais un update lecture normal. Il y a 4 romans, 5 mangas dans 2 séries différentes, et puis si vous avez lu un peu le titre de la vidéo, ben oui, forcément je viens de le dire, update lecture, mais aussi coup de cœur. Comment arrive-t-on à avoir un coup de cœur? Allez, sans plus attendre, générique. Donc, comme je le disais, coup de cœur, pas coup de cœur. Dans les 4 romans que je vais vous présenter, j'ai un coup de cœur et une suite de sagas qui étaient coup de cœur et qui ne l'est plus. Donc, comment arrive-t-on à avoir un coup de cœur? Quels sont les éléments qui vont influencer tout ça? Enfin, selon moi, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, on va commencer avec le premier bouquin que je viens juste de terminer. C'est Reset, le voile de lumière de Joël Champetier aux éditions à lire. Donc ça, c'est le service presse que j'ai reçu de cette édition, de cette maison d'édition. Alors, de quoi va-t-on parler ici? Je vais faire le topo en gros. Donc ça, c'est un roman de science-fiction qui se passe au Québec. Il faut dire que Joël Champetier est un auteur québécois. Était un auteur québécois parce qu'il est malheureusement décédé en 2015. On est dans le village de Saint-Tite. Et dans le village de Saint-Tite, on est habitué, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Voilà. Parce qu'il faut dire que je tourne cette vidéo, il est assez tôt le matin. Donc il n'y a pas encore une grosse lumière. Donc bon, si ça foire, on le verra bien. Revenons à nos moutons. Donc, concernant donc, le voile de lumière, donc c'est ça. On est à Saint-Tite et les villageois de Saint-Tite sont devenus subitement amnésiques. Et le seul je veux dire, souvenir qu'ils ont, quasi en commun, c'est d'avoir avoir vu un voile blanc, un voile de lumière, et puis plus rien. Et dans ce village, il y a des étrangers qui ne sont pas du village de Saint-Tite et qui sont là pour, je veux dire, sécuriser le village. Ils sont là pour un peu pour sauver l'humanité. Et il y a d'autres personnes qui viennent dans ce roman et qui disent que non, il ne faut pas faire confiance à ces personnes, ce sont juste des extraterrestres et c'est à cause d'eux que vous êtes devenus amnésiques. Donc ça c'est le topo en gros. Dès le début, ça j'aimerais bien aussi, avant de commencer, je veux dire, c'est que la mise en page, avec les éditions à lire, c'est toujours, je vais dire, enfin je crois, c'est toujours présenté de la même façon ici. Et je trouve ça très bien, ce petit cadre avec le nom de l'auteur, avec son prénom ici. Mais je vais dire, point de vue ici du texte de Joël Champetier, la mise en page, la première page est quand même assez étonnante, je trouve. Bon, je ne vais pas le dire ce qui se passe, qu'est-ce qu'on lit ou qu'est-ce qu'on ne lit pas. Mais donc c'est ça. Le début, l'écriture de Joël Champetier, moi je la trouve très incisive, très rapide. Elle est fluide, on ne traite pas, ça envoie du lourd, dans le sens que après 15 pages, on a déjà une vue globale de ce qui se passe. Il ne faudra pas attendre comme certains bouquins 150 ou 200 pages, parce que déjà c'est un one-shot, donc c'est pas une saga, c'est un one-shot, donc il faut que ça aille quelque part vite. Et donc Joël Champetier s'y adonne. Donc c'est ça. Oui, c'est assez anxiogène, dans le sens que les gens sont... on suit des gens qui sont vraiment amnésiques, pas, je vais dire, en totalité, mais bon, il y a certains éléments qu'ils font ou qu'ils voient, et puis ils se rendent compte que oui, c'est comme inscrit dans leur gène, ils s'en souviennent sans s'en souvenir, c'est un peu vague, c'est un peu spécial.
Mais je veux dire, à 98, 95, 98%, ils sont totalement amnésiques. Bon, un exemple, bon, juste pour spoiler, bon, c'est un petit spoil. À un moment donné, ils prennent une voiture, la voiture tombe en panne, mais ils ne savent pas qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture. Donc, c'est un peu le... Donc, c'est ça. Donc, au départ, c'est très anxiogène. J'ai trouvé ça très anxiogène parce qu'on suit des personnes qui savent pas où ils sont, ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment spécial, très, très anxiogène. Bon, au fur et à mesure, c'est de moins en moins stressant, on va dire. Mais bon, de moins en moins, c'est un euphémisme. Mais donc c'est ça. Je trouve aussi que l'écriture, comme j'ai dit, le Joël Champetier est très fluide, c'est très rythmé. Mais il a comme une certaine vision des choses, je vais dire, c'est un visionnaire, parce que c'est un bouquin qui a été écrit en 2011, et on parle de perte de liberté drastique, ici. On a un goût, ou peut-être un avant-goût, du monde d'aujourd'hui, si on peut dire ça. Et on voit avec les gens comment ils réagissent. Certains réagissent bien, d'autres moins bien, d'autres pas du tout. Avoir cette, comme je vais dire, cette, qu'on appelle cette fenêtre d'Overton. Une fenêtre d'Overton, c'est dans le sens que, ben, pour avoir vraiment une bonne explication, vous irez voir Wikipédia. Qu'est-ce que la fenêtre d'Overton? Mais la fenêtre d'Overton, c'est en fait, suivant le nombre d'années, on fait croire à des gens, à une masse de gens, même si, je vais dire, le concept de départ est 100% des gens sont contre, on fait dévier cette fenêtre d'Overton par, je veux dire, par les médias, par les gens qui nous gouvernent. On influence la masse et, je veux dire, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, ce qui était, je veux dire, inconcevable, 100% inconcevable pour la masse, je veux dire, des gens, pour le peuple, ça devient, avec les années, plus que 80%, 70%, puis ça devient acceptable. Bon, d'autres vont dire non, ce n'est pas acceptable, mais déjà peut-être 50% après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Une certaine, je veux dire, pourcentage de la population va dire oui, oui, c'est faisable, ça rentre dans la normalité, pour finalement essayer d'avoir 100%, 100% de la masse du peuple qui dit oui. Alors qu'il y a peut-être 30 ans, 40 ans, 100% disaient non. Voilà, ça c'est le déplacement de la fenêtre d'Overton. Et ici, ben, on en parle un peu, bon, il n'y a pas le terme fenêtre d'Overton, mais ça fait penser un peu à ça. Donc quelque chose de visionnaire en même temps. Donc c'est une excellente lecture. Excellente. Bon, ce n'est pas un coup de cœur parce que, je veux dire, vers la fin, je veux dire les 50 dernières pages, je dirais peut-être les 30 dernières, pour moi il manque un brin de détail, je trouve. C'est ça, bon, je ne peux pas spoiler, hein, forcément, donc, mais c'est ça, pour moi il manque un petit détail ou quelques petits détails qui fait que si je les avais peut-être eus, j'aurais eu peut-être un coup de cœur pour ce premier livre que je lis de Joël Champetier. Mais ce sera certainement pas le dernier parce que j'aime bien son écriture, j'aime bien son style, et donc voilà. Donc ça, c'était le premier livre, Reset, le voile de lumière. Donc les deux livres suivants, ça va être des suites de sagas. Donc au point de vue pour raconter l'histoire, ça va être un peu, sans spoiler, ça va être très difficile. Donc on va s'abstenir et on va parler peut-être un peu de
du coup de cœur. Qu'est-ce qu'un coup de cœur réellement? Ben, je vais dire, ça dépend des personnes déjà. On peut présenter un livre sur 10 personnes, il y aura 10 sentiments différents pour la même lecture. Donc, en reprenant, je vais dire, moi, par exemple, le voile de lumière ici, que je vous ai juste présenté, ça aurait pu être un coup de cœur, si et seulement si, pour moi, c'est toujours personnel, pour moi, je veux dire, le final aurait été un peu plus développé. Ça aurait probablement, peut-être pas encore, mais probablement, fait de ce bouquin un coup de cœur. Là, ça reste de l'excellente lecture. Il faut dire que la marge, elle n'est pas très... elle est un peu floue, cette marge entre excellente lecture et coup de cœur. Parce que pour le même prix, je veux dire, une personne l'aurait lu, elle aurait dit ah ben non, moi j'aime pas parce que par exemple, je trouve un personnage qui est antipathique ou une situation j'aime bien ou j'aime pas. Non, il y a 1000 raisons en fait d'avoir un coup de cœur ou de ne pas avoir de coup de cœur. Donc, mais pour moi, je veux dire, un élément essentiel, vraiment essentiel, c'est la plume de l'auteur, réellement. On va bien voir après, en vous montrant le deuxième livre d'une saga, là, c'est la plume, oui. C'est le premier truc qui va me sauter aux yeux, c'est la plume de l'auteur, si elle est fluide, si elle est limpide, si... c'est ça. Donc, je vais vous présenter, parce qu'on ne va pas, comment je vais dire, bretter de midi à 14 h. Ici, c'est Blackwater, le volume 2 de Michael McDowell. C'est La Digue aux éditions Alto. Donc, quoi en penser de ce deuxième volume? Pour moi, c'est toujours personnel, il y a comme une baisse de... pas une baisse de régime par rapport à ma lecture. J'aime tout autant, c'est pas ça. J'irai certainement, probablement au 6e tome. Mais par rapport au premier, il y a beaucoup plus de, je vais dire, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'auteur qui met les choses en place, qu'il y a beaucoup plus d'action, enfin, je ne sais pas. C'est comme si une baisse d'engouement, je dirais, par rapport toujours au premier volume. Il y a, on va toujours suivre je vais dire les pérégrinations, la vie, je veux dire, d'Elinor, qui a été recueillie dans le premier volume, dû à la crue dans le village de la rivière qui porte le même nom, le Perdido. Il y a une certaine scène aussi qui est carrément macabre. Donc peut-être les âmes sensibles, peut-être s'abstenir ou le lire vite fait, enfin je ne sais pas. Et ce que j'ai remarqué aussi à un moment donné avec Michael McDowell, avec son écriture, c'est que moi elle me fait penser un peu, je dis un peu, je ne vais pas faire vraiment la comparaison, mais ça me fait penser un peu à Lovecraft ou à un autre auteur, je vais dire, américain de fantastique. C'est parce que, comment je vais dire, il y a... ça fait beaucoup, enfin peut-être moins McDowell, ça fait, comment je dis, travailler l'imaginaire, certainement Lovecraft, beaucoup plus. Ici, les scènes sont beaucoup plus, je veux dire, détaillées que dans un écrit de Lovecraft, mais ça me fait penser un peu à ça. Ici aussi, Michael McDowell sait bien aussi doser son écriture dans le sens de, pardon, de lâcher certaines informations et d'en retenir certaines autres, hein, pour, certainement pour continuer la saga. Hein. C'est quand même une saga en 6 volumes. Donc c'est ça. Quoi dire d'autre? Si j'ai encore oublié quelque chose. Non, c'est ça. Donc on va être certainement parti pour le 3e volume. Le 3e volume, c'est La Maison. Donc on va bien voir ça. Mais pour l'instant, c'est toujours de la
Bon, très bonne lecture, disons. Très bonne lecture. Ensuite, le prochain livre, donc c'est encore une suite de saga, c'est, et là on va encore parler de qu'est-ce qu'un coup de cœur ou qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est le 3e volume de Outlander, ici Le Voyage, de Diana Gabaldon aux éditions Libre Expression. Le premier, ça a été un coup de cœur, c'était Le Chardon et le Tartan. Le deuxième, de nouveau un coup de cœur, c'était Le Talisman, et ici donc Le Voyage, qui n'est pas un coup de cœur. Qui n'est pas un coup de cœur, mais attention, hein, on va préciser directement qu'il est toujours une excellente lecture. La plume de Diana Gabaldon n'a pas changé. C'est plutôt moi qui ai peut-être changé, je vais dire, au mois d'avril, parce que bon, il faut dire aussi que ce bouquin a été quasi comme un fil rouge tout le mois d'avril. C'était une lecture commune que j'ai faite, mais la personne l'a lu très, je veux dire, assez rapidement, beaucoup plus rapidement que moi. Mais moi, ça m'a pris tout le mois d'avril. Bon, vous savez que de temps en temps, je lis, je veux dire, deux bouquins en parallèle, parfois 3, ou bon, avec un manga, bon, ce qui était le cas. Mais quand même, c'est la première fois que je mets, je veux dire, autant de temps à lire, je veux dire, un tome de Diana Gabaldon, forcément Outlander. Et je veux dire, les tomes, parce que bon, ils sont juste là, dans le coin, je ne sais pas si avec la caméra on le voit, ce sont pas des beaux, c'est pas je vais dire, le 3e tome n'est pas plus épais que les 2 précédents. Donc, je me demande, est-ce que ce n'est pas juste le fait que ça a duré peut-être, je veux dire, ça c'est un fil rouge, le bouquin fil rouge de tout le mois d'avril. Peut-être, c'est peut-être une raison, je ne sais pas, parce que comme je dis, j'aime toujours autant suivre les personnages, hein, Claire Bisham et Jimmy Fraser. Je dis, la plume de Diana Gabaldon est toujours exceptionnelle pour moi, c'est clair. Elle a une manière, elle a une façon d'écrire, bon, je l'ai déjà dit et redit, hein, hyper fluide. Elle peut, je veux dire, elle peut parler de thématiques vraiment différentes, c'est toujours même des aspects des fois très, je veux dire, très pointilleux, je veux dire, comme par exemple, bon là je spoil vraiment sans spoiler, mais ici dans le 3e tome, bon, comme ils voyagent, bon, ils vont voyager en bateau, mais il y a tout un, je veux dire, tout un arsenal de mots et je veux dire que, bon, peut-être que le commun des mortels ne connaît pas, hein, le point de vue des voiliers, de la navigation et tout ça, mais elle rentre dedans, c'est toujours fluide, elle n'en met pas de trop non plus, c'est juste assez, parce que des fois il y a des auteurs qui, juste pour montrer qu'ils connaissent quelque chose, oh ben, vas-y que je te bourre le crâne avec des mots qu'il faut aller voir au dictionnaire parce qu'on ne sait pas quoi on sait pas la teneur du mot, de la définition. Pour moi, toujours, avec Diana Gabaldon, ça n'existe pas. C'est toujours fluide, précis. Elle peut sauter du coq à l'âne, vraiment, d'une situation à une autre. C'est toujours autant fluide. Fluide. Diana Gabaldon, fluidité. Qu'est-ce qu'on appelle fluidique, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire avec la plume de Diana Gabaldon. Donc c'est ça, donc concernant encore, comme je dis, un coup de cœur, hein, j'étais persuadé, avant de le lire, que ça allait être encore vraiment un réel coup de cœur. Mais non, comme je dis, la marge est vraiment floue pour moi. On ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus de dire oui, il me faudra ça, et ça, ce sera un coup de cœur. Non, je ne crois pas que ça marche comme ça, parce que ça marche aussi avec notre
notre personnalité, comment on est, comment on se sent, un jour oui, un jour non. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc voilà pour Outlander, le voyage. Je regarde juste mes notes pour voir s'il n'y avait pas encore... Non, c'est ça. Ah, c'était marqué fluidité d'écriture. Je ne l'ai pas encore dit, je crois. Donc voilà. Donc ce sera en route pour le quatrième. Le quatrième est de l'autre côté, du côté de ma palle. Et c'est les tambours de l'automne. Donc voilà. Donc ce sera certainement une lecture que je ferai peut-être certainement pendant l'été, ou peut-être un peu avant. Donc voilà. Excellente lecture. Ensuite, le bouquin, ici, que je vais vous présenter, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Pourquoi? Je serais bien, quelque part, incapable de le dire. Non, réellement, c'est... Est-ce que j'étais pas dans un bon mood? Un bon mood pour le lire? Possible. Ce sera pas, je veux dire, c'est pas un bouquin qui est perdu, c'est clair. Je vais le lire, parce que j'avais envie de le lire. En plus, c'est... Là, vous allez voir le marque-page. Donc, j'ai lu... attendez que je vous dise... J'ai lu 123 pages. Bon, c'est un bouquin qui fait dans les 500 pages à peu près. C'est l'Étrusque de Mika Waltari. Je vous en ai parlé. Déjà dans d'autres vidéos en vous disant oui, ça va certainement être une bombe cette affaire-là. Hein, en lisant le quatrième de couverture, je disais oui, oh là là, oui. Ben oui, je veux dire, au point de vue de l'écriture, oh! Attention! Bon, voilà. Et la lumière fut. Au point de vue de l'écriture, j'aime bien. Non, c'est pas... pour moi, là, je veux dire, à la 123e page, hein, on est loin d'avoir terminé cette histoire. C'est de la bonne lecture pour moi. Bon, c'est pas de l'excellente, c'était pas un coup de cœur non plus. On suit, je vais dire, deux, trois personnages dans l'Antiquité. Il y a de la baston, il y a, c'est ça, c'est pas que de la baston non plus, c'est le monde antique dans toute sa splendeur, c'est clair. C'est une bonne lecture, non, je peux pas dire, mais... Est-ce que c'est parce que aussi je lisais en même temps un autre livre? À ce moment-là, j'avais 2 livres. Et l'autre livre, ça me prenait la tête, et ça me prend toujours la tête. Je vous dirai juste le titre tout à l'heure. Parce que c'est pas une lecture non plus évidente. Loin de là, très très loin de là. Et non, je sais pas, c'était le bouquin, non. Je voulais plus me concentrer sur l'autre livre, c'est peut-être ça. Et puis en même temps, oui et non, parce que depuis j'ai lu encore deux autres bouquins. Donc je ne sais pas trop. Mais bon, on va se reprendre, c'est clair qu'on va se reprendre. Je ne sais pas quand. Si je reprends, je vais dire... assez rapidement, je vais continuer. Parce que bon, là, j'ai encore l'histoire en tête, c'est pas ça. Si maintenant je laisse tomber pendant un petit laps de temps assez long, hein, on va arrêter le... C'est ça. Si je mets 6 mois, 1 an avant de le relire, je sais pas, ben là, je vais de le relire. À ce moment-là, oui, il faudra faire une relecture complète, c'est clair. Donc voilà. Donc ça, c'était l'Étrusque, que je n'ai pas terminé pour l'instant. Ensuite, entre-temps, j'ai lu, et là c'est un coup de cœur, aux éditions Annénorac,
c'est Les 13 lunes d'Okia de Yolande Okia-Picard aux éditions Anne-Norac. C'est un bouquin que vous voyez très mince, ça fait une centaine de pages. Ce sont des légendes et des récits autochtones. Comment dire ça? Exact, c'est un coup de cœur. Pourquoi c'est un coup de cœur? Et là, je vais rejoindre certains autres bouquins, peut-être les derniers bouquins coup de cœur que j'ai lus. Ça parle de... pas réellement de feel good, parce que ça, c'est pas un feel good, non, du tout. C'est pas un feel good du tout. Mais j'aime bien tout ce qui est tranche de vie, avec la mangale, comment je veux dire, une sacrée mamie, c'est tranche de vie. Bon, ça n'a rien à voir avec les 13 lunes d'Okia, mais c'est de la tranche de vie. Bérésina, c'était aussi, bon, d'un point de vue historique, mais c'était aussi dans la tranche de vie. Les deux premiers Outlanders, c'est aussi fantastique, bon, romance, fantastique, historique, mais c'est également de la tranche de vie. C'est ça, donc je suis plus enclin à avoir un coup de cœur, je crois, pour l'instant, quand c'est un peu tranche de vie. Mais ici, réellement, mon Dieu, on est, comment vous dire ça? On est en dehors des passages cloutés, je dirais, des passages zébrés. Quand on traverse une route, hein, aujourd'hui, dans le monde, enfin, je vais peut-être le dire de peut-être d'une façon que vous n'allez pas comprendre, je ne sais pas, ou ça va être trop imagé, enfin je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais on est en dehors, c'est ça, des passages cloutés. On est en dehors de ce monde matérialiste qui nous pompe, qui nous vide, hein, métro, boulot, dodo. Ce sont des récits où la nature est omniprésente. Et quand je parle de nature, c'est le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Tout est interpénétré, comme je vais dire aussi, il y a beaucoup de textes qui parlent de la mort. Mais quand on parle de la mort, on parle de la vie. C'est des trucs qui sont interconnectés. La vie et la mort sont interconnectés de plus en plus. Je dirais pour celui qui dit oh ben non, enfin, je sais pas vos convictions, je sais pas de ce que vous pensez de la vie ou de ce que vous pensez de la mort, mais ici c'est vraiment interconnecté, vraiment interconnecté. Et puis il y a la sagesse dans le sens que bon les autochtones chassent, pêchent, et à chaque fois qu'ils prennent une vie, ils remercient. Ils remercient. C'est ça, c'est vraiment énorme comme livre, c'est vraiment énorme. Pour vous dire, Yolande Okia-Picard, elle vit du côté de Wendake. C'est une Wendat, donc c'est une... j'ai toujours du mal à dire une réserve. Je dirais plutôt que c'est une communauté qui vit au nord de la ville de Québec. Donc c'est ça, ça parle de la vie, ça parle de la mort, des choses essentielles. Ça parle de notre moi, intérieur, de ce qu'on en fait, de ce qu'on en dit, de ce qu'on en pense. Mais je le répète, ce n'est strictement pas un feel good. Non, certainement pas. Alors là, je vais regarder mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Parce que ça me prend, comme je vais dire, ça me prend... c'est pas la première fois, ça me prend aux tripes. Réellement, là.
Piscinapeou, ça m'a pris aux tripes. Ça me prend aux tripes. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai j'ai une tendance à aller vers tout ce qui est, je vais dire, récit autochtone, écriture autochtone, parce que ce sont des gens qui étaient dans le vrai, réellement dans le vrai, qui pensaient vrai, qui faisaient des actions vraies. J'ai pas envie non plus d'être, je veux dire, moralisateur par rapport à ces écritures pour dire oui, ils avaient tout compris. Ben oui, oui, réellement, ils avaient tout compris. C'est pour ça que je veux dire, bon, je vais peut-être pas à chaque fois que je lis un livre des éditions Nénorac qui parlent d'écriture autochtone, remettre ça sur le plateau, mais oui, oui. Ils avaient compris c'était quoi la vie. Ils avaient compris c'était quoi la mort. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, le commun des mortels fait bien la différence. Et pourtant. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur... Oui, pour ceux qui veulent s'imprégner des cultures autochtones, je vais dire de la vraie culture autochtone, parce qu'il y a livres et livres, c'est ça. C'est pas évident non plus, si je dis c'est pas évident, parce que certainement, je dis pour les amis français qui veulent le lire, qui veulent se le procurer, n'hésitez pas surtout d'aller contacter la librairie de Québec à Paris, parce que si vous ne le trouvez pas dans votre librairie, vous pouvez le commander via cette fameuse librairie de Québec à Paris. Donc voilà. Quoi dire d'autre encore, c'est ça. Comme je disais, oui, le respect de la vie, le respect de la mort. Il y a tellement à en dire et c'est tellement simple et tellement peut-être compliqué, peut-être oui, peut-être compliqué de vivre comme eux. Parce que pour vivre comme ça, je dis oui, c'est encore possible. Bien sûr que c'est possible. Mais il faut être en dehors des passages côtés, il faut être en dehors de cette société matérialiste dans laquelle nous sommes. Ça, c'est rouge comme un coup de cœur. Et puis, en dernier, je vais vous présenter ma lecture japonisante, c'est-à-dire les mangas pour l'instant. On est avec le troisième tome de Death Note. Ici, donc, scénario de Tsugumi Oba et le dessin de Takeshi Obata aux éditions Kana. La Black Edition, c'est toujours de la bonne lecture. C'est clair. Bon, c'est une relecture, mais c'est ça. Moi, j'adore le dessin, j'adore le... Des fois c'est vrai que c'est long par rapport à un autre manga. C'est parce que, je veux dire, il y a toujours de l'écriture. Les bulles sont pleines, archi pleines. Mais non, c'est une superbe histoire. Et on va continuer à faire donc cette relecture. Et puis, pour l'instant, non, ce n'est pas une sacrée mamie, non, le quatrième attend incessamment sous peu, on va le lire. C'est Les Enfants de la Baleine, ici donc de Abi Umeda, aux éditions Glénat. On a lu le tome 3, 4, 5, 6, pardon. C'est toujours une super bonne lecture, un super beau dessin. On en redemande parce que l'histoire est vraiment... je suis sûr que, bon c'est clair, après le 6e tome,
C'est une saga qui est en 23 volumes, donc on est loin, très loin de la fin de l'histoire, mais il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des petits cliffhangers à la fin en général de chaque volume. Comme je dis, mais je vais certainement encore le redire parce que on n'a pas encore fini, il nous reste encore 17 volumes. C'est un dessin très poétique, très poétique. Bon, là je fais c'est une double planche, mais sans trop spoiler, mais bon, voilà, je trouve ça magnifique, vraiment. Donc ça c'est pour les mangas. Mais c'est ça, pour les mangas, j'ai pour l'instant Death Note en cours, j'ai Les Enfants de la Baleine en cours, j'ai Une Sacrée Mamie en cours, et c'est tout pour l'instant dans les mangas. J'ai pas envie, certainement pas, non, j'ai pas envie d'avoir une dizaine, je vais dire, de sagas différentes, certainement pas des sagas non plus à rallonge. Par contre, j'aimerais bien, j'en ai jamais lu. Il y en a qui vont se dire, oh là là, il n'a jamais lu ça. Non, et non, il n'a jamais lu. C'est One Piece. Pour une petite série, c'est une petite série. C'est clair. Je crois que là, pour l'instant, on est à 108, 107, 108, 109 volumes, je ne sais pas. Bon, là je vais attendre certainement d'avoir une belle occasion sur Marketplace ou autre part, je ne sais pas, mais d'avoir, disons, le premier arc, qui je ne sais pas comment ça s'appelle non plus, je vous dis, je ne connais rien de One Piece, mais j'ai envie de m'essayer, donc peut-être pas lire non plus le premier, juste le premier, non, j'ai envie d'avoir, je veux dire, l'arc entier, je crois que c'est... Si mes souvenirs sont bons d'avoir été sur Manga News, je crois que c'est, je vais peut-être dire une connerie, c'est peut-être, je crois, 12 volumes, le premier arc, quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais bien. Bon, il y en a plein, il y a plein de sagas que j'ai envie de commencer, mais non, là, comme je vous dis, pour l'instant, Death Note, en 6 volumes, je les ai, c'est une relecture, voilà, ça coûte rien. Ici, Les Enfants de la Baleine, j'ai les 13 premiers volumes, bon, certainement qu'il faudra acheter les 10 prochains, mais bon, ça reste encore du raisonnable. Une Sacrée Mamie, j'ai le 4e, bon, il me manque le 5e, et puis la série est terminée, donc on va essayer de rester, je veux dire, correct avec les mangas, parce que j'ai des points de vue de la part de roman, bon, on est toujours correct, mais elle s'allonge doucement, donc voilà. Donc c'est ce qui termine ici l'update lecture, je crois que c'est le 13e de la chaîne. Je le fais rarement, bon, c'est en fin de vidéo, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde au portail, mais si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, hein. Et puis certainement, dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé, pas aimé, certainement aussi peut-être point de vue des mangas, si vous avez lu déjà Les Enfants de la Baleine, ça m'intéresse aussi de savoir, sans spoilage bien sûr, hein, mais si vous avez aimé, ou si vous êtes en train de le lire. Donc voilà. Donc en attendant, bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Ça, je ne l'ai pas dit, tiens. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Mais je le dis à la fin. Bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Passez une excellente semaine. Faites d'excellentes lectures. Et à bientôt. Bye.